Imaginez un monde complètement gelé, couvert de glace d'un pôle à l'autre. Aucune forme de vie n'habite ces plaines hivernales. Seuls les glaciers s'y déplacent. Ceci n'est pas une lointaine planète privée de soleil, mais bien, selon une théorie radicale, la Terre, il y a 650 millions d'années. Personne ne sait ce qui a déclenché cette catastrophe. Mais si elle s'est produite une fois, pourrait-elle se reproduire? Imaginez la glaciation la plus froide qui soit. Des températures sous zéro, même à l'équateur. Notre planète complètement recouverte de glace. Des études suggèrent que cela s'est produit non pas une fois, mais à 3 reprises au cours de l'histoire de notre planète. La Terre transformée en boule de neige. La Terre boule de neige est sans contredit le changement climatique le plus draconien que notre planète ait connu. Qu'arriverait-il si le monde gelait aujourd'hui? D'énormes glaciers descendraient des pôles, écrasant tout sur leur passage. D'abord, les Canadiens devraient creuser des trous beaucoup plus profonds à la pêche sur glace. Puis dans les États comme Washington, Idaho, Montana, Minnesota, Michigan et Maine, les gouverneurs déclareraient sûrement l'état d'urgence. Les villes seraient paralysées. Les lignes électriques s'effondreraient et les aqueducs gèleraient. Les voitures refuseraient de démarrer et les routes seraient recouvertes de glace. Les bâtiments s'écrouleraient sous le poids d'énormes congères de neige. Le monde entier serait enseveli. Et notre survie serait menacée. Ce serait le chaos dans la société si la Terre boule de neige se produisait à nouveau. Les océans gèleraient. Les poissons mourraient et les écosystèmes marins disparaîtraient. Nos réserves de nourriture s'épuiseraient. Les survivants seraient confrontés à un véritable enfer de glace. Une multitude d'humains mourraient simplement parce qu'on ne pourrait plus produire d'aliments. Bien que cela semble impossible, la Terre a peut-être vécu une telle glaciation dans le passé. Les scientifiques en trouvent des indications aux endroits les plus inattendus. L'histoire commence par un mystère. Dans les arides monts Flinders, dans le sud de l'Australie, des couches rocheuses préhistoriques recèlent des pierres bien insolites. Ces pierres ne viennent pas de la région. On les nomme dropstone. Elles sont enchâssées dans le fond océanique sédimentaire qui s'est formé il y a environ 650 millions d'années. Tim Raub, géologue au California Institute of Technology, explore les monts Flinders à la recherche de ces dropstones. Voici un exemple de dropstone, un fragment de roche qui s'est déposé dans la boue d'un ancien fond océanique. Ces dropstones sont manifestement différentes du substrat rocheux environnant. Une puissante force doit les avoir déplacés jusqu'ici, mais laquelle? Daniel Schrag, professeur de géologie et de planétologie à l'université Harvard, croit que ce sont les glaciers. J'ai ici des cubes de glace qui contiennent du sable et du gravier. Ces cubes sont comme les glaciers qui emportent avec eux les roches du sol. Lorsqu'on les plonge dans l'eau, ils fondent et le sable et le gravier tombent jusqu'au fond, tout comme les dropstones sur le fond océanique. Ces dropstones indiquent que cette région a déjà été recouverte d'une épaisse couche de glace. Mais il est difficile d'expliquer comment cette glace a pu recouvrir les montagnes brûlantes du sud de l'Australie. Cela suppose que le continent lui-même était situé ailleurs sur la planète. Les continents n'ont pas toujours été à la place qu'ils occupent actuellement. Ils se déplacent très lentement grâce au mouvement des plaques tectoniques.
Il y a 650 millions d'années, au moment où les dropstones des monts Flinders ont été déposés, les continents étaient disposés de façon très différente. Puisque les dropstones se sont formés sous la glace, l'Australie était peut-être située plus près des pôles, où le climat est beaucoup plus froid. Afin de déterminer la position des continents à cette époque, les scientifiques étudient la composition magnétique de la roche. Certaines roches sédimentaires contiennent des particules magnétiques. Lors de la formation des roches, ces particules de fer s'alignent sur le champ magnétique terrestre. Près des pôles, elles sont perpendiculaires aux couches sédimentaires. À l'équateur, elles sont parallèles à ces couches. Même si les roches se déplacent, la configuration distinctive de ces particules magnétiques est préservée, ce qui donne à la roche ce qu'on pourrait appeler une empreinte géologique. Le professeur Joe Kirschvink du California Institute of Technology est un passionné de magnétisme. Le magnétisme, c'est de la magie. J'ai même nommé mon enfant d'après un aimant. J'adore le magnétisme. Kirschvink et son équipe ont analysé les roches vieilles de 650 millions d'années entourant les dropstones. Ils ont fait une étonnante découverte. Cette région de l'Australie se trouvait à moins de 5 degrés de l'équateur. C'était l'endroit où l'on s'attendait le moins à trouver un glacier. Mais Kirschvink devait s'assurer que ces roches avaient conservé leur empreinte géologique d'origine. Les roches soumises à des températures élevées peuvent parfois perdre leurs caractéristiques magnétiques initiales. Dans les monts Flinders, l'équipe de Kirschvink découvre des roches sédimentaires striées qui en sont la preuve. Des dizaines de milliers de couches de sédiments se sont déposées, une à une, dans un lac au bord d'une nappe glaciaire, il y a 635 millions d'années. Lors de la formation de ces roches, les couches de sédiments se sont déposées pour former des lignes horizontales typiques. En comparant l'orientation de ces couches sédimentaires à celle des lignes magnétiques, Kirschvink a pu déterminer si l'empreinte magnétique de la roche avait changé. On peut expliquer l'effet du magnétisme à l'aide d'une simple gomme à effacer. Les roches qui se forment à l'équateur et qui acquièrent leur empreinte très tôt présentent des lignes magnétiques parallèles au fond océanique, comme ceci. Puisque les roches ont de la souplesse, lorsqu'elles sont écrasées ou déformées par leur environnement géologique, elles se recourbent et leur empreinte magnétique suit la courbe du fond de l'océan. Toutefois, si les roches se font écraser ou déformer avant d'acquérir leur empreinte magnétique, celles-ci n'épousent pas la même forme que le fond marin. Dans les roches qui ont conservé leur orientation magnétique originale, les lignes magnétiques suivent celles des couches sédimentaires. Mais lorsque leur orientation change, les lignes magnétiques ne sont plus alignées avec celles des couches sédimentaires. Le géologue Tim Raub perce la roche afin d'y prélever des carottes. Au laboratoire, l'équipe a conçu un magnétomètre ultrasensible afin d'analyser ces échantillons. Cet instrument mesure l'orientation des particules magnétiques à l'intérieur de la roche. Il confirme que les particules sont alignées aux couches sédimentaires. Kirschvink est stupéfait. Honnêtement, lorsque j'ai vu la première étude, je n'y croyais pas. Ce qu'on constate, c'est qu'elles sont comme ceci, et à mesure que la roche s'est déformée, le magnétisme s'est aussi déformé. C'est la preuve que l'empreinte magnétique s'est constituée bien avant que la roche ne se solidifie. C'est la preuve irréfutable que les roches glaciaires se sont formées tout près de l'équateur. Ceci a piqué la curiosité de Paul Hoffman, professeur de géologie à l'université Harvard.
S'il y avait des glaciers près de l'équateur, la plus chaude région du globe, il y en avait sûrement aussi à des latitudes plus élevées, où il fait encore plus froid. Il y a 650 millions d'années, l'Australie se trouvait près de l'équateur. Et les récentes découvertes suggèrent que la roche y était recouverte de glace. Mais si l'équateur était gelé, le reste de la planète l'était aussi. Ces dropstones sont à l'origine d'une hypothèse radicale, la Terre boule de neige. Celle-ci décrit la glaciation la plus extrême qui soit. Et si elle s'est produite par le passé, elle pourrait se produire à nouveau. Cette hypothèse radicale soulève une question. Comment cela a-t-il pu arriver? Joseph Kirschvink croit que cette glaciation a été causée par le même phénomène qui est à la source du réchauffement actuel de la planète, l'effet de serre. Mais il y a 650 millions d'années, celui-ci avait un effet contraire. Les gaz à effet de serre contenus dans l'atmosphère font office de couverture isolante. Ils piègent l'énergie solaire et maintiennent un climat tempéré sur la Terre. Les scientifiques croient qu'une chute soudaine du niveau de ces gaz est à l'origine de la glaciation. L'atmosphère terrestre contenait peut-être de grandes quantités de méthane et de gaz carbonique, et la Terre dépendait peut-être de la présence de ces gaz pour réguler sa température. Si un quelconque phénomène a chassé le gaz carbonique hors de l'atmosphère, la Terre a peut-être été transformée en boule de neige. Une diminution massive du gaz carbonique atmosphérique aurait causé un anti-effet de serre, ce qui aurait à son tour précipité une glaciation. Mais cette théorie ne tient que s'il existe un phénomène pouvant éliminer tout le CO2 présent dans l'atmosphère. Un tel mécanisme existe. Il s'agit de la météorisation des silicates qui élimine régulièrement le gaz carbonique. En géologie, la météorisation désigne la décomposition des roches sous l'effet des conditions atmosphériques. C'est un procédé qui convertit la roche en terre. La météorisation agit sur le climat car elle consomme du gaz carbonique, un important gaz à effet de serre. Le gaz carbonique réagit avec la vapeur d'eau atmosphérique afin de produire des pluies acides. Ces pluies acides météorisent le calcaire terrestre et emportent les sédiments vers l'océan. Ces sédiments s'accumulent pour former de la roche calcaire au fond de l'océan. La présence de calcaire indique que la météorisation a eu lieu. Plus le calcaire absorbe de gaz carbonique, plus la Terre se refroidit. Mais puisque ce procédé se produit en tout temps, quelque chose a dû l'amplifier lorsque la Terre a gelé. Encore une fois, la réponse se trouve dans la position des continents. Les mouvements tectoniques déplacent les continents sur la Terre. Aujourd'hui, plusieurs continents se trouvent à des latitudes plus élevées qu'ils ne l'étaient. Lors d'un refroidissement de la planète, les continents situés près des pôles gèlent. La glace stoppe la météorisation des roches causées par les pluies acides. Le cycle de météorisation atteint donc un équilibre. Lorsqu'il y a moins de gaz carbonique emprisonné dans le calcaire, il y en a plus dans l'atmosphère et la planète se réchauffe. Les scientifiques ont découvert qu'il y a 650 millions d'années, les continents étaient groupés autour de l'équateur, une région chaude et humide. Le taux planétaire de météorisation des silicates était donc plus élevé. Nous pensons qu'à l'époque de la Terre boule de neige, plusieurs des continents se trouvaient à l'équateur, ce qui a rendu la planète plus vulnérable à une glaciation totale. À mesure que la Terre se refroidissait, de la glace se formait aux pôles. Et puisqu'il n'y avait pas de continent à ces latitudes, elle s'accumulait sur l'eau plutôt que sur la Terre. Rien ne pouvait freiner la météorisation. Le refroidissement poursuivait donc son cours. Il faisait de plus en plus froid sur notre planète. Ce scénario catastrophique est certes plausible.
Mais malgré que la météorisation puisse être à l'origine d'une période glaciaire, un autre facteur a dû causer une glaciation complète. Gaylord Halverson, géologue à l'Université d'Adélaïde, étudie les causes de la Terre boule de neige. Le grand mystère de la Terre boule de neige, c'est son origine. Nous croyons qu'elle a commencé comme n'importe quelle glaciation. Les êtres vivants contribuent à maintenir le climat de la Terre à la normale en préservant l'équilibre précaire du gaz carbonique. Les plantes consomment du CO2, tandis que les animaux en produisent. Ces consommateurs et producteurs aident à contrôler le climat afin d'assurer qu'il ne fasse ni trop chaud ni trop froid sur Terre. Une augmentation du dioxyde de carbone atmosphérique cause un réchauffement, ce qui accélère la croissance des plantes qui, à leur tour, absorberont plus de CO2 atmosphérique. C'est un mécanisme de rétroaction qui prévient les réchauffements. Au contraire, s'il commence à faire trop froid, la biosphère réagit en consommant moins de CO2, qui peut alors retourner dans l'air. La vie sur Terre agit donc comme tampon qui empêche les températures d'être trop basses ou trop élevées. Mais il y a 650 millions d'années, la situation était bien différente. La vie terrestre n'en était qu'à ses balbutiements. La plupart des êtres vivants habitaient les océans. Cette biosphère en devenir ne pouvait pas prévenir les changements climatiques extrêmes. Des colonies d'êtres unicellulaires appelées cyanobactéries ont été les premiers organismes photosynthétiques. Ces cyanobactéries absorbaient le gaz carbonique de l'eau afin de précipiter du carbonate de calcium, ce qui créait des dômes rocheux. Le géologue Jim Gehling est un spécialiste de ces formes de vie primitives. Il y a 650 millions d'années, le climat s'est refroidi pour la simple et bonne raison que le gaz carbonique, le plus important gaz à effet de serre, disparaissait de l'atmosphère pour être emprisonné au fond de l'océan. On peut encore observer ce dioxyde de carbone sous la forme de récifs stromatolithiques. C'est en fait du dioxyde de carbone solide que je peux libérer après ces centaines de millions d'années lorsque je verse cet acide faible sur la roche. Ces bulles blanchâtres qui émergent de la roche indiquent que le CO2 retourne à l'atmosphère et peut agir à nouveau comme gaz à effet de serre. Plus les cyanobactéries enfermaient de gaz carbonique, plus la Terre se refroidissait. Notre planète se dirigeait vers une grande glaciation qui persisterait pendant des millions d'années. Il y a 650 millions d'années, les températures terrestres ont dégringolé. De vastes nappes de glace couvraient la planète. Elles ont fini par recouvrir la presque totalité de la Terre et de la mer. Ce n'était pas une glaciation comme les autres. Les périodes glaciaires ne sont pas quelque chose d'exceptionnel. Elles s'enclenchent environ tous les 100 000 ans. Elles sont principalement causées par des changements minimes à l'orbite de la Terre, ce qui modifie sa position par rapport au Soleil. Lorsque notre planète reçoit moins d'énergie solaire pendant plusieurs années, des glaces se forment tout en haut de l'hémisphère nord et se répandent vers le sud. À l'apogée de la dernière glaciation, il y a 21 000 ans, ces nappes de glace s'étendaient jusqu'à New York. Mais il faisait tout de même chaud sous les tropiques. On estime qu'un tiers seulement de notre planète était gelé. Mais les scientifiques croient qu'il y a 650 millions d'années, la glace s'est répandue jusqu'à couvrir presque tout le globe. Comment ce refroidissement a-t-il pu se produire? La réponse est sûrement liée à la façon dont notre planète conserve ou perd l'énergie solaire. La surface terrestre se compose de terre, d'océans et de glace. Ces trois composantes reflètent plus ou moins les rayons solaires. La quantité de lumière réfléchie par une surface se nomme albédo. L'océan sombre a un faible albédo puisqu'il absorbe beaucoup de lumière solaire.
La neige et la glace possèdent un albédo très élevé puisqu'elles réfléchissent dans l'espace beaucoup plus d'énergie solaire. Tim Raub nous démontre la façon dont les couleurs pâles et foncées emmagasinent la chaleur du soleil. La température d'une voiture blanche en plein soleil est de seulement 49 degrés. Par contre, celle d'une voiture noire au soleil est de 62 degrés. La voiture noire absorbe la lumière, tandis que la blanche la reflète. Le blanc réfléchit davantage de lumière et garde plus frais ce qu'il couvre. Plus la Terre est couverte de glace, plus il y a d'énergie solaire réfléchie vers l'espace et plus la planète se refroidit. Ce refroidissement entraîne la formation de davantage de glace, ce qui augmente peu à peu l'albédo terrestre. C'est ce qu'on appelle la rétroaction glace-albédo. Mais un autre facteur a aussi accentué cette boucle de refroidissement. Des études récentes suggèrent que lorsque l'eau de mer descend à des températures très basses, sa composition change et l'eau réfléchit davantage la lumière. Bonnie Light, chercheuse au Centre des sciences polaires de l'Université Washington, étudie l'interaction entre la glace et la lumière. Dans une chambre froide, elle fait geler des seaux d'eau salée à différentes températures. L'un des seaux est à une température de moins 23 degrés, comme l'était la Terre boule de neige. Sa surface devient beaucoup plus blanche. Ce seau contient de l'eau de mer qui a gelé à une température de moins 15 degrés Celsius, ce qui correspond à peu près à de la vraie eau de mer gelée de nos jours. Vous voyez que sa surface a une apparence grisâtre et terne. Cet autre seau contient aussi de l'eau de mer, mais celle-ci a gelé à une température de moins 23 degrés Celsius, ce qui correspond à la température de l'eau sur la Terre boule de neige. C'est très froid. À cette température très basse, la composition de l'eau change et sa surface passe du gris au blanc. On peut voir que ces cristaux se ramassent à la surface de la glace. Si je gratte les cristaux, comme ceci, on peut voir que ce n'est qu'un dépôt à la surface de la glace. À moins 23 degrés, les molécules de sel dans la glace forment de minuscules cristaux. Sous le microscope, ils ressemblent à de petites pierres précieuses. Ils sont très beaux. Ces cristaux luisants ont un effet déterminant sur l'albédo. La surface blanche diffuse davantage l'énergie solaire et la réfléchit dans l'atmosphère, ce qui fait descendre la température encore plus. Dans les années 60, le climatologue soviétique Mikhail Boudicko a démontré comment la rétroaction glace-albédo aurait pu être à l'origine d'une glaciation complète de la Terre. Comme plusieurs de ses contemporains, Boudicko était préoccupé par les effets d'un éventuel hiver nucléaire. Les explosions nucléaires produisent des nuages de fumée et de poussière qui bloquent l'énergie solaire et font chuter la température terrestre. Boudicko a conçu un modèle mathématique afin de calculer les risques d'une glaciation planétaire. Il a démontré que si la Terre se refroidissait assez pour que de la glace se forme à de faibles latitudes, l'albédo de la glace augmenterait de plus en plus rapidement. Et lorsque la glace aurait atteint une certaine latitude, la Terre deviendrait soudainement une boule de neige. À un certain moment, les glaciers ont atteint la latitude critique, environ 30 degrés, et la Terre s'est rapidement couverte de glace. Les recherches révolutionnaires de Boudicko ont démontré que cet effet boule de neige a pu rendre la Terre entièrement gelée en quelques décennies seulement. Le travail de Boudicko était très important. Il démontrait la possibilité d'une catastrophe climatique terrestre qui couvrirait la Terre de glace. Cette possibilité n'avait jamais été considérée auparavant. Si la Terre était entièrement recouverte de glace, elle réfléchirait presque toute la chaleur du Soleil dans l'espace. La planète serait piégée dans un état glacial. Mais si la Terre était emprisonnée dans la glace, comment s'en est-elle sortie?
Certains scientifiques ont suggéré qu'il y a 650 millions d'années, la Terre entière vivait une période glaciaire extrême. C'était un phénomène unique, résultat d'une rare combinaison de facteurs. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Car en 1997, une découverte suggère que ce phénomène aurait pu se produire plus d'une fois. La preuve vient de dépôts glaciaires vieux de plus de 2 milliards d'années trouvés en Afrique du Sud. Des données paléomagnétiques indiquent qu'ils se sont formés près de l'équateur. Le géologue Paul Hoffman croit que ceci prouve que la Terre a gelé complètement au moins 2 fois par le passé. Les preuves les plus convaincantes d'une glaciation boule de neige il y a un peu plus de 2 milliards d'années sont d'ordre paléomagnétique. Nous avons trouvé ces preuves en Afrique du Sud, sous la forme de tuiles et d'argile à blocaux qui se sont formées près de l'équateur. Cette découverte signifie que la Terre boule de neige n'était peut-être pas un événement unique, mais au contraire un phénomène périodique. Les scientifiques se sont hâtés de trouver l'élément déclencheur de cette glaciation. Elle semble coïncider avec la grande oxydation. Au fond de l'océan, certains des plus anciens organismes terrestres ont jadis développé un mécanisme appelé photosynthèse, la capacité de transformer le CO2 en oxygène à l'aide de l'énergie solaire. La multiplication de ces organismes photosynthétiques a eu un effet déterminant sur le climat de la Terre. Il y a 2 milliards d'années, notre Soleil était plus faible. Le maintien du climat tempéré de la planète dépendait des gaz à effet de serre tels que le dioxyde de carbone et le méthane. La photosynthèse consomme du CO2 et rejette de l'oxygène qui détruit le méthane. Résultat, une double catastrophe. Ces gaz essentiels ont atteint des niveaux dangereusement bas. C'était une situation précaire. Le méthane est essentiel à l'effet de serre sur Terre et soudainement, un nouvel organisme détruit tout le méthane. La première bactérie photosynthétique a peut-être évacué tout le dioxyde de carbone et le méthane de l'atmosphère et a provoqué la première glaciation boule de neige. À mesure que les niveaux d'oxygène montaient, ceux de méthane diminuaient. La disparition de ce gaz à effet de serre a déclenché une glaciation. Ça fait peur de penser qu'une simple bactérie mutante a détruit l'écosystème d'une planète entière et a transformé celle-ci en boule de neige pendant peut-être de 35 à 100 millions d'années. Certains scientifiques croient maintenant que notre planète a été recouverte de glace au moins à 3 reprises. Chaque glaciation était due à des facteurs différents. Mais ces histoires de glaciation posent toutes un problème. Si notre planète était couverte de glace, comment s'en est-elle sortie? Un autre facteur a dû provoquer un dégel massif. La preuve du dégel se trouve ici même. On retrouve sur les dropstones d'étranges strates d'un rouge grisâtre. Ces couches s'étendent sur des kilomètres dans les monts Flinders en Australie, dans la vallée de la Mort aux États-Unis et un peu partout où l'on trouve des roches glaciaires. Ce sont des roches carbonatées qui se forment dans les mers chaudes et peu profondes. Mais ici, on les trouve sur les dépôts glaciaires. Voici un échantillon qui illustre la fin de la glaciation boule de neige. Ceci est une roche glaciaire qui est tombée d'un iceberg. Ces petits grains viennent aussi du même iceberg. Juste au-dessus, sans coupure dans la sédimentation, on discerne de la roche carbonatée qui s'est précipitée et accumulée dans le fond marin. On observe ce genre de phénomène partout dans le monde. La présence de ces roches indique une augmentation considérable et soudaine de la température. Un seul facteur peut être à l'origine de ce phénomène, une augmentation massive de gaz à effet de serre tel le dioxyde de carbone.
Pour faire fondre la boule de neige planétaire, la concentration de CO2 devait être 350 fois plus élevée qu'aujourd'hui. Mais puisque la planète était couverte de glace d'un pôle à l'autre, d'où ce gaz carbonique provenait-il? Un jour, le professeur Joseph Kirschvink a eu une révélation. Je me suis réveillé en pleine nuit et je me suis dit, c'est ça. Il me vint soudainement à l'esprit que les volcans terrestres, comme ceux des îles Aléoutiennes ou de Yellowstone, rejettent du CO2 dans l'air. Même sous la glace, les volcans auraient continué à laisser s'échapper des quantités colossales de dioxyde de carbone. Puisque la planète était glacée, aucun mécanisme ne pouvait l'évacuer de l'atmosphère. Pendant des millions d'années, le niveau de gaz carbonique aurait augmenté et réchauffé la planète jusqu'à ce qu'il annule les effets de l'albédo glaciaire. Les glaces ont fondu, ce qui a accéléré une augmentation des températures. La glace fondue s'est ensuite évaporée, saturant l'atmosphère et provoquant des pluies torrentielles. Le gaz carbonique présent dans l'atmosphère a acidifié les pluies. Ces pluies acides ont bientôt causé l'érosion du calcaire et ont transporté les sédiments vers l'océan. Des strates de sédiments se sont accumulées sur les fonds océaniques pour former des roches carbonatées. Daniel Schrag illustre ce qui aurait pu arriver. Au lieu de l'acide carbonique, nous allons utiliser un acide plus fort pour accélérer la réaction. Lorsque je verse de l'acide nitrique sur le calcaire, celui-ci va se dissoudre et se transformer en une solution claire. On voit que ça bouillonne. Et quand cette solution parvient à l'océan, elle réagit et forme les dépôts calcaires qui recouvrent les dépôts glaciaires. Mais tout le monde n'est pas convaincu de la véracité de l'hypothèse de la Terre boule de neige. Certains scientifiques soutiennent que les chances de survie sur une Terre boule de neige sont pratiquement nulles. Sur la glace, les conditions étaient trop inhospitalières. Sous la glace, les organismes étaient privés de lumière. Mais nous savons que certains organismes photosynthétiques ont tout de même survécu à la grande glaciation. Les cyanobactéries unicellulaires ont résisté jusqu'au bout. Les cyanobactéries survivent à d'énormes écarts de température. Or, l'épaisse couche de glace couvrant les océans gelés les aurait privées de lumière. Sans leur seule source d'énergie, elles auraient péri. Si vous aviez observé un récif tropical peu avant la glaciation, voici ce que vous y auriez trouvé. Des masses visqueuses couvrant le fond marin. En y touchant, vous auriez découvert que c'est en fait de la roche. La substance visqueuse qui couvre la roche est composée de cyanobactéries, la forme de vie la plus ancienne et la plus primitive. Elles étaient alors apparues 3 milliards d'années auparavant et elles existent toujours aujourd'hui. Les détracteurs affirment que rien n'aurait pu survivre aux conditions infernales d'une glaciation planétaire. Ils soutiennent que la Terre boule de neige n'était qu'une glaciation particulièrement intense. Selon eux, on y retrouvait des glaciers mais aussi de l'eau libre près de l'équateur. Philip Allen, géologue à l'Imperial College London, croit que les preuves en faveur de la glaciation boule de neige sont inexactes. je ne suis pas d'accord avec l'hypothèse de la Terre boule de neige. D'après moi, la plus grande faille de la théorie, c'est que les dépôts de roches sédimentaires pendant la glaciation ne viennent pas corroborer le fait qu'il y aurait eu une longue période glaciaire. Parmi les contre-arguments d'Allen, il y a les motifs d'ondulation trouvés sur des roches vieilles de 650 millions d'années. Ces roches sédimentaires indiquent qu'elles étaient en eau libre. Le vent soufflait sur l'eau et créait des ondulations jusque dans le fond marin. Ces roches prouvent donc hors de tout doute qu'elles étaient en eau libre plutôt que sous la glace.
Les vagues en eau libre laissent des empreintes sur les sédiments des fonds marins. Lorsque l'eau disparaît, les sédiments se solidifient, mais les empreintes restent. Allen et d'autres chercheurs proposent une alternative à la boule de neige fondue. Selon leur hypothèse, la Terre n'a jamais entièrement gelé. Il est toujours resté des parcelles de terre et de mer libres. Mais les partisans de la théorie de la boule de neige ne soutiennent pas que la Terre ne comportait pas d'eau libre. Schrag croit que la vie aurait pu survivre à l'intérieur de trous dans la glace situés près des sources d'énergie géothermique. Même sur une planète complètement gelée, il y a tout de même des sources d'eau chaude et la chaleur géothermique des volcans. Il y avait sans doute des milliers de petits trous où des organismes ont pu survivre à la glaciation boule de neige. En vérité, nous ne saurons peut-être jamais si la Terre a déjà été entièrement gelée. Les gens se représentent souvent la Terre boule de neige de façon très simpliste, comme une bande dessinée, mais le monde est beaucoup plus complexe. Que ce soit sous la forme d'une boule de neige ou de neige fondue, tous les chercheurs savent qu'il y a eu une glaciation extrême. Et lorsque notre planète en a émergé, il y a 635 millions d'années, une chose inattendue est apparue. Des formes de vie beaucoup plus évoluées que tout ce qu'il y avait auparavant. Après la glaciation extrême, la vie sur Terre a explosé. La Terre, il y a 650 millions d'années. La chute des températures a transformé notre planète en un milieu inhospitalier. Mais la vie persiste tout de même. Et dès que la glace se met à fondre, la vie s'épanouit. Et la Terre voit bientôt surgir une explosion de vie sans précédent. Avant la glaciation, la vie était primitive, composée seulement d'organismes unicellulaires et d'algues confinés aux océans. Peu après la fin de la Terre boule de neige, sont apparus les premiers animaux multicellulaires. Mais la terrible glaciation est-elle en lien avec cette étape de l'évolution? La meilleure preuve, c'est la simultanéité. Les premiers fossiles d'animaux multicellulaires sont apparus moins de 3 millions d'années après la fin de la première glaciation boule de neige. Shuhai Xiao est géologue à l'université Virginia Tech. Il a découvert certains des plus anciens fossiles d'animaux multicellulaires dans une mine du sud de la Chine. Ces fossiles sont très petits, environ 1/2 millimètre de diamètre. On peut à peine les voir à l'œil nu. Sous le microscope, il découvre que ces fossiles étaient jadis des embryons d'animaux primitifs. Certains fossiles possèdent des groupes de 2 cellules, 4, 8 ou même plus. Cette découverte était très excitante. Ce sont parmi les plus anciens fossiles d'animaux. Et nous les avons trouvés à l'intérieur de roches déposées immédiatement après la fin de la glaciation boule de neige. Les fossiles de ces embryons remontent à seulement 3 millions d'années après la fin de la grande glaciation. Cela peut sembler long, mais en termes de géologie, ce n'est qu'une seconde. Au cours des prochains 80 millions d'années, le règne animal connaîtra une explosion. Dans les monts Flinders, dans le sud de l'Australie, des géologues ont trouvé des fossiles extrêmement anciens de formes de vie complexes et multicellulaires. Ces créatures ressemblent peu aux formes de vie actuelles, mais nous en disent long sur l'origine de la vie. Il y a 650 millions d'années, cette région était baignée d'une mer peu profonde. D'étranges organismes invertébrés semblables aux méduses et aux vers plats habitaient le fond marin. Certains d'entre eux ont été emprisonnés dans le limon amené par les marées où ils se sont fossilisés. James Gehling étudie ces animaux primitifs. Ces roches renferment probablement nos ancêtres. Cette créature, un Dickinsonien, ressemble à un ver en forme de crêpe ou de tapis. Il n'a pas de tête, mais semble avoir des viscères, et il est composé de minces segments. Mais tout cela n'explique pas comment la glaciation a pu propulser l'évolution. Nous savons par contre que la prolifération de l'oxygène coïncide parfaitement avec la fin de la glaciation boule de neige.
C'est une réaction chimique entre la glace et la lumière du Soleil qui a fait monter en flèche les niveaux d'oxygène après la glaciation. Il y a 650 millions d'années, aucune couche d'ozone n'empêchait la lumière ultraviolette du Soleil de bombarder la surface glacée de la Terre. Les rayons UV ont réagi avec la vapeur d'eau pour former du peroxyde d'hydrogène. Celui-ci est resté enfermé dans la glace pendant des millions d'années. Puis, lorsque la glace a fondu, l'hydrogène s'est échappé et le peroxyde s'est transformé en eau et en oxygène. L'oxygène atmosphérique a atteint son niveau actuel. Presque simultanément, les premiers animaux complexes sont apparus. L'augmentation des niveaux d'oxygène a rendu possible la vie multicellulaire. Une cellule unique peut absorber le gaz et l'oxygène de l'eau. Ce dernier pénètre dans la membrane cellulaire par diffusion. Mais lorsque plusieurs cellules se trouvent côte à côte, il est plus difficile pour l'oxygène de passer d'une cellule à l'autre. La pression de l'oxygène doit être plus élevée. La pression de l'oxygène doit être assez élevée pour que l'appareil circulatoire puisse transporter l'oxygène au corps entier. Après la dernière glaciation, le niveau d'oxygène semble avoir été assez élevé pour que des centaines, des milliers, voire des millions de petits animaux se développent sur le sol marin. L'oxygène s'est avéré être l'élément clé de l'évolution. La capacité d'utiliser l'oxygène a permis aux organismes primitifs de se diversifier. L'oxygène renferme plus de 20 fois plus d'énergie que tout autre gaz nécessaire à la vie. Il rend possible l'existence d'animaux plus gros, plus actifs et il permet aux plantes de transporter des liquides, des racines jusqu'aux feuilles. Il fournit aussi aux oiseaux l'énergie nécessaire pour voler. Sans oxygène, nous serions tous des bactéries. La glaciation a fait faire aux organismes primitifs un grand pas en avant. Mais si une glaciation survenait à nouveau, nous aurions du mal à survivre. Comme cela s'est produit par le passé, cela pourrait-il se reproduire? Heureusement, le Soleil joue en notre faveur. Au cours des derniers 4,8 millions d'années, l'activité du Soleil a peu à peu augmenté de sorte que la fusion nucléaire produit de plus en plus d'énergie. Le Soleil est environ 6% plus chaud aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 650 millions d'années. Dans un avenir rapproché, une glaciation est donc peu probable. Le Soleil est plus chaud aujourd'hui. C'est un facteur en notre faveur. Mais jusqu'à ce qu'on comprenne la cause des glaciations, on ne saura pas si nous pourrions être menacés par ce phénomène. Mais un autre facteur pourrait déclencher une grande glaciation, le déplacement des continents. Nous savons que leur position affecte le climat. Si la majorité des continents se regroupaient près de l'équateur, la Terre pourrait redevenir une boule de neige géante. La chute des températures ferait geler les océans aux pôles, tandis que la météorisation se poursuivrait sur les continents. À mesure que le dioxyde de carbone disparaîtrait, les températures seraient en chute libre. Si tous les continents se déplaçaient vers l'équateur, la Terre se refroidirait et de la glace se formerait sur l'océan et se rapprocherait de l'équateur. Pour l'instant, la planète est en sécurité. La plupart des continents sont situés près des pôles. Mais les mouvements tectoniques poursuivent leur cours. Dans des millions d'années, les continents pourraient se retrouver de nouveau près de l'équateur. Si les continents étaient positionnés différemment, je crois qu'il serait possible, dans des centaines de millions d'années, qu'une glaciation boule de neige se reproduise. Il est peu probable que l'homme survive assez longtemps pour connaître la prochaine glaciation. Mais la Terre existera toujours. Et comme par le passé, notre planète survivra et passera à la prochaine étape de son étonnante histoire.